évidemment, Ursula von der Leyen, il faut l'arrêter. C'est bien qu'elle soit remise à sa place de plus en plus, mais vous comprenez que le meilleur moyen d'arrêter tout ça, parce que là, elle attaque tous azimuts, elle est déchaînée. Elle attaque elle veut promouvoir le wokisme, la vaccination de masse, elle va contre la souveraineté des États, elle s'ingère, elle veut les transitions de genre pour les mineurs, elle veut la guerre, et donc tout ça le faire avec notre argent. Donc, elle a peut-être fait le coup de trop, elle est remise à sa place, elle est attaquée, mais le vrai moyen pour se débarrasser de tout ça, on suivra la motion de censure le mois prochain, mais le vrai moyen, c'est de sortir de l'Union européenne pour dissoudre l'Union européenne. Ça disparaît, c'est nous libérer, briser nos chaînes. C'est le Frexit, ça s'appelle Frexit, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a rien d'autre, aucune autre, c'est la sortie de la France de l'Union européenne. Il y a soit on y reste, soit on sort, il n'y a pas d'autre possibilité. Vous voyez l'efficacité de tout cela. C'est ça, briser nos chaînes. 250 scientifiques de plus de 40 pays ont mis en garde contre les risques graves pour la santé liés à l'utilisation d'écouteurs tels que les AirPods d'Apple et d'autres technologies sans fil. Il y aurait un nombre en croissance rapide de preuves scientifiques montrant que les champs électromagnétiques générés par les appareils sans fil électroniques tels que les téléphones portables, les antennes relais, les réseaux Wi-Fi, les babyphones et les écouteurs Bluetooth nuisent à la vie des personnes, des plantes, des animaux et des microbes. Les effets négatifs des champs électromagnétiques sur la santé comprennent un risque accru de cancer, un stress cellulaire, des dommages génétiques, des modifications structurelles et fonctionnelles du système reproducteur, des déficits d'apprentissage et de mémoire, des troubles neurologiques et des effets négatifs sur le bien-être. On sait que les femmes et les enfants sont particulièrement visés, c'est des crimes de guerre, si c'est systématique, c'est des crimes contre l'humanité, et s'il y a une intention de détruire un groupe humain, cela devient un génocide. C'est ce que nous allons vérifier dans le cours de cette émission, sachant que le génocide requiert de plus une intention d'exterminer en tout ou en partie un groupe humain. En attendant, comme le relève Christopher Hedges, un journaliste américain lauréat du prix Pulitzer en 2002, il dit bien sûr, malheureusement, qu'il y a des enfants qui sont victimes dans d'autres conflits, et j'en ai vu dans des conflits que j'ai couverts, mais jamais encore je n'ai vu des soldats piéger des enfants pour les enfermer dans des pièges et leur tirer dessus comme si c'était un sport. Et par exemple, des rabbins comme celui-là qui forment des soldats israéliens et qui est aumônier, qui a appelé à tuer les habitants de Gaza, même les enfants. Il ne faut pas laisser vivre une seule âme. Un appel à l'extermination. Ou cette députée à la Knesset qui a dit « Les mères des Palestiniens doivent aussi être tuées, car sinon elles vont donner naissance à des petits serpents. Tout le peuple palestinien est notre ennemi et donc nous devons tout détruire, sa population, ses aînés, ses femmes, ses villes, ses villages, sa propriété, ses infrastructures. » Ça, il n'y a pas de démonstration plus claire d'une intention de génocide. Et puis avec ce renversement de perspective si caractéristique, dois-je vous rappeler ma conviction profonde que Netanyahou est un des pires des psychopathes de l'histoire humaine à travers les siècles, et qui, ayant encouragé, professé, plaidé la cause de tout ce que je viens de dire, a encore le toupet d'énoncer la lutte contre le mal dans laquelle nous sommes engagés en exterminant les Palestiniens est un service rendu à l'humanité. Partons tout de suite en Israël, à Jérusalem. Vous retrouvez Igor Saïri, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV sur place. Vous avez pu rencontrer l'un de ces journalistes d'Haaretz, le quotidien, qui révèle cette affaire. Que vous a-t-il dit ? Ouais, ce journaliste de Haaretz que nous avons rencontré avec Fantine Danzer persiste et signe. C'est donc l'une des trois plumes qui a mené cette enquête pour le journal quotidien israélien et qui a fait témoigner au moins 5 soldats de l'armée israélienne présents à Gaza. Et oui, il nous explique qu'il y a eu bien ordre de la hiérarchie de disperser les foules de Gazaouis venant chercher de la nourriture dans ces centres de distribution pour tenter de contrôler cette masse de population parce que les soldats israéliens à Gaza n'ont pas d'autre moyen de communiquer
avec les Gazaouis parce qu'ils n'ont pas d'autre personnel pour gérer cette distribution d'aide humanitaire. Ils n'ont que les armes à feu pour pouvoir communiquer avec les Gazaouis. Voilà, ce sont ces mots qu'il a prononcés. Ils ne sont pas formés pour ça, ces jeunes soldats. Il n'empêche que tous les jours, cela fait des morts civils, non armés, qui étaient simplement venus pour se nourrir. Ces 4 centres de distribution à Gaza, sur une période aussi courte, ne peuvent mener qu'à ce chaos et qu'à ce drame. Et non, Benjamin Netanyahou et Israël Katz n'ont pas raison de dire que ces témoignages sont faux. C'est bien vrai, voilà ce qui se passe à Gaza et voilà ce que les Israéliens doivent savoir de cette réalité. Bonjour à tous, je m'appelle Yann Lott, j'ai 43 ans, je suis père de 2 enfants. J'habite en France, je ne suis pas connu des services de police et pourtant aujourd'hui j'ai appris par la justice française et le tribunal de Montpellier que j'étais condamné à 6 mois de prison avec sursis et 2000 € d'amende, sachant qu'ils savent que je suis au chômage. Vous allez vous dire, qu'est-ce que t'as fait pour mériter ça? T'étais dans la rue avec le PSG en train de tout casser et tout? Non, non, non. Tu vendais du shit ou quoi que ce soit? Non. T'as agressé quelqu'un? Non. Non, non. Tout ça, c'est parce que j'ai fait une vidéo sur TikTok. Et à partir du moment où je vous dis ça, vous comprenez bien que le sujet, c'était forcément Israël, c'était forcément le sionisme, parce que sinon, tu peux pas manger 6 mois de prison avec sursis plus 2000 € d'amende en étant au chômage avec, je vous le rappelle, aucun antécédent judiciaire. Genre, je suis monsieur tout le monde. Déjà, ils m'ont fait faire 24 heures de garde à vue. Je sais pas pourquoi, parce que je sais pas qui ça a protégé, que je ne puisse pas faire de vidéo, c'est ça? C'est juste dingue. Et aujourd'hui, je suis condamné plus que les délinquants qui ont fait des conneries pendant le match de PSG, ou qu'un mec qui va vendre du shit, ou qu'un mec qui va s'arrêter, hop, de sa voiture, qui va tabasser un gars, qui va remonter dedans et qui va se faire arrêter par les flics. Vous comprenez? Et j'ai juste fait une vidéo TikTok. Voltaire disait: si tu veux savoir qui te dirige, regarde qui tu ne peux pas critiquer. Je viens de prendre 2000 € d'amende plus 6 mois de prison avec sursis. Vous vous rendez compte de ce que c'est? Je suis père de famille, j'ai 2 enfants. Vous vous rendez compte de ce que c'est? Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie dans laquelle tombe notre pays? Voilà. Donc la justice, à la base, moi je pensais que c'était là pour faire en sorte qu'il y ait des règles dans la société. Et pour faire en sorte que si jamais des gens ne respectaient pas les règles de cette société, qu'on puisse les mettre à part en quelque sorte, qu'on puisse les cibler pour dire attention, toi tu vas venir embêter les autres mais tu ne peux pas. Mais moi j'ai jamais embêté personne en fait. Je n'ai jamais agressé personne, je n'ai rien fait. Je suis un mec lambda qui passe juste son temps à réfléchir. Et vous voyez la vidéo que je suis en train de faire là, ils savent que je vais la faire. Et ils voulaient que je la fasse. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce que je viens de prendre là, c'est pas pour moi. Parce que moi, je pense qu'ils ont bien cerné que de toute façon, je lâcherai pas et que je me laisserai pas écraser par une juge qui a décidé d'eux. Non, ils le font pour vous, pour que vous ayez peur, pour que vous les premiers, vous ne parliez pas du sionisme ou d'Israël ou quoi que ce soit, et que vous ayez peur de faire des vidéos, peur de vous affirmer, peur de faire, de juste représenter ce que vous êtes en tant que citoyen. Et c'est ça que vient de faire ce procès. Parce que moi j'y étais pendant ce procès, il y avait des gens qui étaient là et qui pourront confirmer ce que je vous dis là. C'était pas le procès du sionisme ou du machin ou du truc. Non, les 15 premières minutes du procès, la juge était en train de m'expliquer que comme j'avais qu'un niveau BEP, je ne pouvais pas faire des vidéos pointues sur un sujet parce que je n'avais pas de niveau d'études. Ils sont allés dans la poche de qui? Les 723 milliards d'euros que les contribuables européens ont payés, sur décision de la Commission européenne, pour financer la facilité pour la reprise et la résilience. Ou plus exactement, donc, la facilité laissée à des escrocs en col blanc de s'en mettre plein les poches. En effet, voici les conclusions de la Cour des comptes européenne concernant l'utilisation qui a été faite de ces 723 milliards. L'argent a été distribué on ne sait pas à qui, pour faire on ne sait pas trop quoi, pour la réalisation de projets qui n'ont aucunement été budgétés et pour lesquels on ne sait pas non plus s'ils ont été menés à leur terme. Oui, si tant est que ces 723 milliards d'euros n'ont pas été détournés, comme hélas, en l'état, on est en droit de le soupçonner. Car voilà ce que la Cour des comptes a relevé à ce sujet: des risques évidents de fraude et des systèmes de contrôle absents dès le début du programme. Or, excusez-moi de devoir insister, étant donné que dès le départ, Madame von der Leyen et ses amis ont opté pour une absence totale de contrôle concernant l'utilisation de ces 723 milliards d'euros.
et qu'en plus de ce fait, nous, Parlement européen, nous n'avons nullement la possibilité de savoir si, finalement, oui ou non, cette dépense de 723 milliards d'euros a servi un tant soit peu à quelque chose, cette histoire, sans l'arnaque, à plein nez. L'escroquerie à grande échelle. Aussi, avant même d'envisager une quelconque prolongation, je déclare ici solennellement, au nom des Français, que j'exige de voir la compta, la vraie, l'authentique, des comptes clairs, nets et précis, qui indiquent exactement et pour chacun des euros dépensés où sont passés ces 723 milliards d'euros. Merci. Et ça, c'est documenté, c'est que les propriétaires de certains parcs éoliens sont des fonds de pension américains ou canadiens. C'est-à-dire, il faut bien que les Français comprennent que sur leur facture d'électricité, on ponctionne de l'argent au travers des taxes. Ces taxes servent à financer des subventions qui viennent à des exploitants éoliens. Ces exploitants éoliens appartiennent à des fonds de pension américains ou canadiens qui servent à financer la retraite des Canadiens et des Américains. En quelque sorte, pour que les Français comprennent bien, les éoliennes servent à financer la retraite des Canadiens et des Américains pendant que les Français n'ont pas l'argent pour financer leur propre retraite. Il y a une logique dans tout ça. Le ministre de l'Intérieur explique qu'il faut la reconnaissance faciale. On nous explique qu'il faut plus d'argent liquide. Ça, c'est très grave. Hein. Voilà. Tout ça, c'est avec la bonne intention, toujours. Avant, c'était la santé publique. Maintenant, c'est pour arrêter les bandits. Pour les enfants, pour les réseaux sociaux, pour les enfants. Le terrorisme. Voilà. Mais derrière tout ça, il y a une entreprise totalitaire. Oui. C'est-à-dire qu'on se sert... Ou contre les Russes, contre les Russes aussi. Contre l'ingérence russe. Alors... Oui. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Peut-être qu'on peut en parler, oui. Oui, on va en dire. Et donc en fait, on est entré dans un système totalitaire. C'est-à-dire que la liberté de penser pour des gens comme vous, comme moi, elle sera bientôt interdite. Sauf si les gens se révoltent. Oui, voilà, parce que là, c'est vrai que c'est un peu pessimiste. C'est une grosse machine quand même qui arrive sur nous, qui roule sur nous. Grosse machine. C'est une machine en fait de crédit social. Voilà, les impôts sont tombés. Je propose qu'on regarde ça tout de suite ensemble et puis que je vous fasse un petit retour d'expérience. Alors, sur l'année 2025, pour mes revenus de l'année 2024, je vais devoir verser 13 256 € à partir de septembre 2025, donc mensuellement, sur 4 mois bien sûr, donc je vous laisse faire un petit calcul. J'ai encore jamais fait de vidéo TikTok, mais je m'essaye aujourd'hui. Ça aura pour but un but très pédagogique et je voudrais particulièrement m'adresser à tous les petits de 18 à 24 ans qui ont des rêves et des ambitions plein la tête, comme moi j'ai pu avoir. J'ai 27 ans moi, donc je suis un peu plus âgé. Je voudrais simplement vous donner un petit conseil, c'est de partir. Voilà, partir très très loin, très vite de la France. Ce pays est cassé. Voilà, c'est cassé définitivement. Si vous aviez des projets de faire des études, monter des entreprises, rentrer dans le salariat, avoir des petits projets d'économie, voilà, faire épargner, ça n'arrivera pas. Parce qu'en fait, on nous explique pas tout ça hein, quand on est au lycée, en école, en études. On a des rêves plein la tête. La réalité est tout autre. L'équipe est particulièrement dans ce pays. Et voilà, je pense que c'est bien aussi qu'on informe finalement, hein, qu'on participe à l'information du peuple. Est-ce qu'on peut m'expliquer là? J'ai 35 ans, je travaille encore 32 ans. Je suis éreintée. Ceux qui ont 30 ans, 25 ans sont éreintés. Imagine-toi, celui qui a 30 ans, il doit travailler encore 37 ans. Celui qui a 25, 42 ans. Non mais attendez. 1 heure de transport à aller. 1 heure de transport retour, ou les bouchons, peu importe. Plus après, tu restes 8 heures sur place. Et là, les calculs, ils sont très très mauvais. Je m'imagine, pendant 32 ans, faire ça. Non mais attendez. Vraiment, je me pose la question, comment on va tenir? Imaginez-vous les métiers physiques. C'est pas possible, là, les calculs, ils sont très mauvais. Ça fait 500 ans qu'on change le clown au pouvoir. On change la couleur du parti. On change les meubles, on change notre linge, si on change nos intentions de vote, on en rentre un. Pas compliqué, là. L'histoire est toujours pareille. Quand les élections y arrivent, ceux qui veulent être élus, ils nous disent ce qu'on veut entendre.
pour être élus. Après ça, ils font ce qu'ils veulent pour le vrai boss. Fait qu'au bout de 4 ou 8 ans, on veut se débarrasser du trou de cul pour en rentrer un nouveau qui nous dit ce qu'on veut entendre pour être élu, qui va recommencer à faire la job de ses vrais boss. C'est un cirque. Les vrais boss, c'est l'argent, les multinationales puis les banques. Ça va-tu encore vous prendre bien des années pour comprendre? Bonne soirée. This month, the corporate elites gathered in Davos, Switzerland at the World Economic Forum to plan the future for the rest of humanity. Their scheme, which they call the Great Reset, will drain what's ever left in your bank account and strip mine the beleaguered middle class of its remaining equity. During COVID, the WEF actually dictated the lockdowns that shifted $4 trillion upward to this new oligarchy of corporate billionaires. The bankers, the investment houses scooped up our homes, advertising that you will own nothing and be happy. They have a plan, but my plan is to stop them. I've spent a career as an attorney fighting these corporate robber barons in court. I know how they work. I'm familiar with their impulses to commoditize our lands, our waters, our homes, even our children, and our workers and our public health. I've proven that I can beat them again and again and again and derail their schemes. They spend billions in advertising and propaganda to make us feel powerless, but they've underestimated the power of we the people. A future where you don't even own your own car. It's already happening. People think it's about clean energy, about progress, but that's just the cover story. What's really happening is a total shift in control. Your ability to move freely is being erased, piece by piece. Look at what's coming. 15-minute cities, smart cars, geofencing. The moment gas-powered cars are banned, every vehicle will be locked into a centralized grid. No more high-speed chases, no more escapes. If they don't want you to go somewhere, your car just won't start. It's that simple. They say it's for safety, to stop criminals, reckless drivers. That's how they sell it. But who decides who the criminals are? What happens when you just disagree, criticize the wrong policy, attend the wrong protest, and suddenly your smart car is just a brick sitting in your driveway? And it gets worse. They're turning cars into subscriptions. You'll pay extra for range, for speed, hell, maybe even for the privilege of driving at all. Those new EVs? Cameras, microphones, always watching, always listening. They're not just banning gas cars, they're banning freedom, and no one sees it coming. Il n'y a qu'un seul pays qui a lancé une attaque mortelle contre les États-Unis et qui n'a jamais été frappé en retour. Le 8 juin 1967, un navire de la marine américaine nommé USS Liberty patrouillait dans les eaux internationales de la Méditerranée à seulement 13 000 nautiques de la côte égyptienne. Plusieurs chasseurs ont survolé le navire sans lancer d'attaque. Mais ce n'était pas un simple navire, c'était un espion américain protégé et rempli de soldats américains. Quelques heures plus tard, les mêmes chasseurs sont revenus et cette fois, ils ont lancé une attaque brutale et meurtrière contre le navire. L'attaque a tué 34 soldats américains, blessé plus de 100 hommes et causé des dégâts de plusieurs millions. La vérité choquante a fini par éclater. Ces chasseurs appartenaient à Israël. Quand on a demandé à Israël pourquoi l'attaque, ils ont prétendu que c'était une erreur. Ils ont dit avoir confondu l'USS Liberty avec un navire de guerre égyptien prêt à lancer une attaque contre Israël. Pourtant, lors des enquêtes, les survivants ont révélé une vérité choquante. C'était un mensonge. L'USS Liberty arborait clairement un grand drapeau américain visible de loin. Il était impossible pour les Israéliens de le confondre avec un autre navire. Mais le plus troublant, c'est que les États-Unis n'ont jamais riposté. Ils ont plutôt choisi d'étouffer l'affaire. Encore aujourd'hui, le silence entoure cet incident brutal. Qu'en pensez-vous? Était-ce vraiment une erreur? Ou pourquoi les États-Unis ont-ils couvert l'affaire? Donnez votre avis en commentaire. On va rester aux États-Unis.
États-Unis où une croyance d'un tout autre genre refait surface ces derniers jours. Vous vous souvenez sans doute des complotistes qui s'étaient inquiétés de la toxicité des traînées blanches laissées par les avions dans le ciel. Bonsoir Justine. Bonsoir Anne-Claire. Eh bien cette paranoïa, elle a été accréditée au plus haut sommet de l'État. Oui, il s'agit de l'une des plus anciennes théories du complot en français. D'après cette théorie, les traces laissées dans le ciel par les avions seraient en fait dernières. Sur un plateau télé, le secrétaire d'État américain à la santé, Robert Francis Kennedy Jr., RFK, c'est le neveu de JFK, a répondu à une question, écoutez. Bromium. Cet épandage qu'on disperse sur nous, du bromium, de l'aluminium, comment y mettre fin? How do we stop it? Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour arrêter ça. On pense que c'est l'œuvre de l'agence DARPA. L'agence DARPA, c'est une agence gouvernementale chargée de l'innovation militaire. Il accuse